Le point littéraire. Le point littéraire. Nouvelle saison. Tous les vendredis de 20h à 21h sur Royal FM. C'est une émission de littérature. Toute la littérature, ici, tous les genres, sous-genres et types d'écriture se rencontrent. Vous aurez droit à plus de découvertes de livres et d'auteurs. Ici, tous les genres littéraires et textes scientifiques se côtoient. Le point littéraire. Nouvelle saison. Tous les vendredis de 20h à 21h sur Royal FM. Prenez le rendez-vous avec Jean-Jacques Foucault. Le premier livre, Défi de femmes, Stéphanie Camgno-Sobgui. Bonsoir et bienvenue sur le point littéraire. Bonsoir Jean-Jacques. C'est un plaisir de vous accueillir. Cela fait quand même beaucoup d'années depuis notre dernière rencontre dans ce même cadre. Je crois que c'était en 2020, donc ça fait 4 ans. Donc c'est un plaisir pour moi de revenir. Et je salue d'ailleurs tous les auditeurs. 4 ans, le temps de mettre désormais en écrit votre pensée, cette fois-ci sur le défi des femmes. Je rappelle que vous êtes psychologue de formation. Vous avez fait une incursion réussie de près d'une décennie dans l'univers de la banque, notamment en tant que professionnel de la communication. Vous avez décidé en 2020, auréolé de cette expérience humaine, de revenir à vos premiers amours en créant notamment un cabinet de consultation. Et votre passion pour l'écriture remonte à des années, notamment l'année d'adolescence où vous avez décidé de raconter une saga familiale. Malheureusement, le manuscrit est perdu. Alors 4 ans, c'était le temps de mettre vraiment les défis de femmes sur du papier? Oui, il m'a fallu 4 ans pour écrire, pour penser déjà les sujets et pour écrire. Donc, je crois que le projet est arrivé à maturité, il fallait qu'il sorte. Et voilà, le produit est là. Est-ce à dire que finalement, être une femme, c'est un véritable défi? Être un être humain, c'est un défi. Bon, maintenant, chaque genre a ses particularités. Et donc, les femmes sont interpellées par un certain nombre de questions de nos jours qui sont des défis pour elles. Oui. Et vous démarrez directement par la question de la sexualité. On en parle très peu, c'est un peu comme un tabou pour la jeune fille. Par contre, pour le jeune garçon, s'il se montre précoce, on se dit c'est tout à fait normal. Oui, parce que les filles en général, on leur dit de se préserver. Et après, quand elles se marient, on leur dit de s'offrir à leur mari. Et c'est quelque chose d'assez contradictoire. Et donc, la sexualité est parfois vécue comme quelque chose de difficile quand la fille n'a pas été bien préparée à cet acte-là, à l'acte sexuel. Or, c'est très souvent le cas. Et donc, il m'a plu de raconter un peu l'expérience d'une certaine jeune fille, son premier rapport sexuel. Et au travers de ça, on découvre que le rapport sexuel peut être plaisant pour un premier rapport, mais il peut aussi être empreint de malaise et d'inconfort. C'est-à-dire que finalement, il faut une éducation minutieuse sur cette question-là. Forcément, il faut donner les outils à la jeune fille avant de... Il faut donner les outils à la jeune fille, parce que quand on lui dit « préserve-toi », on ne lui dit pas comment se préserver. Et donc, vous allez voir plusieurs jeunes filles qui arrivent à l'université, qui se retrouvent seules dans leur chambre d'étudiante et qui vont aller à la rencontre de jeunes garçons. Elles ne sont pas préparées forcément à cela. Il faut que les parents sachent qu'ils ont un rôle à jouer dans l'éducation sexuelle des enfants, des garçons comme des filles d'ailleurs. Et de plus en plus jeunes, on se rend compte que les jeunes ont des rapports de plus en plus jeunes. Oui. C'est-à-dire qu'à 15 ans déjà, ils sont dépucelés. Donc, il y a urgence. Et là se pose finalement la question à quand, comment déterminer le bon moment pour en parler tout de suite, aussi bien aux jeunes garçons qu'à la jeune fille? Bon, maintenant, vous interpellez mon côté psychologue parce que en tant que psy, moi, je dirais déjà dès les premiers mois, on pourrait parler de sexualité à l'enfant. Mais il y a des façons d'aborder le thème de la sexualité en fonction des âges. C'est-à-dire qu'à 2 ans,
on peut parler de sexualité à l'enfant, mais ce ne sera pas de la même manière qu'on le ferait avec quelqu'un qui a 15 ans ou qui a 18 ans. Donc les parents devraient se rapprocher peut-être des spécialistes de temps à autre pour s'outiller afin de pouvoir accompagner convenablement leurs enfants. Est-ce que le fait de conserver l'omerta autour du sexe, surtout vis-à-vis des filles, ne permet pas que cette dernière soit plutôt très rangée par rapport aux jeunes garçons? C'est le contraire qu'on observe dans la société. Parce que dès qu'elles ont l'occasion de découvrir ce qu'on leur a longtemps caché, elles ne se privent pas. Donc, vous allez voir les jeunes filles qui grandissent dans des collèges, qui fréquentent les collèges confessionnels. Oui. Dès qu'elles ont la possibilité de découvrir ce qu'on leur a si longtemps caché, elles s'en donnent à cœur joie. Donc, elles se laissent emporter un tout petit peu. Tout à fait. Alors, c'est mieux d'en parler très vite à la jeune fille et peut-être lui donner une conduite à tenir? Lui donner des pistes. Lui donner des pistes. Peut-être pas une conduite à tenir, mais plutôt des pistes pour qu'elle ait des outils pour se préserver ou bien alors pour y aller, mais de façon consciente et consentie. Un autre défi, c'est vrai qu'on peut penser que c'est quelque chose de banal. Ce chapitre est quand même interpellateur. Ma femme travaille. Alors à l'intérieur, vous parlez de l'histoire d'une femme qui trouve un travail, qui désormais donne des conférences ici et là. Et son mari, qui n'est pas souvent présent, se retrouve un jour dans la salle, lorsqu'avec éloquence, elle parle d'une thématique qu'elle maîtrise. Lorsqu'il s'agit de remercier les invités, monsieur vient se greffer à sa femme pour dire « c'est ma femme », une espèce de reconnaissance qu'il aimerait avoir absolument. Est-ce à dire que finalement, la trop grande présence d'un homme peut déranger une femme? La trop grande présence d'un homme peut déranger dans la mesure où... En fait, il y a des hommes qui ont l'impression que être présent, c'est justement faire irruption à tout moment dans la sphère de la femme. Et cette trop grande présence dérange dans la mesure où elle fragilise la femme dans une certaine mesure. Parce que les hommes au travail, en fait, ils ne viendraient pas à l'idée d'une femme, hein, comme l'auteur le dit dans l'ouvrage. Oui. Ils ne viendraient pas à l'idée à une femme d'aller se présenter à tout va, à tous les collègues. On ne va pas aller jusqu'à dire cela. C'est pour attirer l'attention sur un type d'homme. C'est pas que tous les hommes sont comme ça. Donc, c'est juste que il y a eu des cas et je me suis dit, il faudrait peut-être attirer l'attention là-dessus. Est-ce que finalement, le fait peut-être de porter le nom, le fait de porter, que la femme porte le nom de l'homme, est-ce que cela pose un problème? Moi, ça ne me dérange pas personnellement de porter le nom de mon mari, par exemple. Oui. Et je ne crois pas que ça dérange la plupart des femmes. Ce qu'on demande, c'est qu'on ne nous interdise pas ou alors on nous regarde d'un mauvais œil quand on veut rester avec le nom de nos parents. Donc, que ce ne soit pas comme un affront, oui. Que ce ne soit pas comme un affront, mais qu'on le prenne simplement comme quelqu'un qui voudrait exister aussi par ses origines premières. Il y a cette autre partie qui peut faire rire plus d'un. Tu es à l'hôtel. Alors là, il s'agit notamment des questions de charge au niveau de la famille qui peuvent parfois mettre en désaccord les membres du couple, c'est-à-dire monsieur et madame. Il arrive très souvent, et cela a été vécu, que l'homme considère sa femme comme une simple consommatrice. Ici, à l'hôtel, on met en évidence le fait que l'homme, quelquefois, peut estimer que comme il dépense le plus, comme il se déploie le plus, il a un certain nombre de droits. Oui, l'histoire, en fait, c'est l'histoire d'un couple. Le monsieur a construit la maison et la femme, elle, se charge de rendre la maison habitable. C'est-à-dire en achetant la batterie de cuisine, en achetant les draps, etc. Donc, tout ce qu'il faut pour que la maison fonctionne. Mais le mari, lui, estime que tout ça ne représente rien par rapport à ce qu'il, lui, il aura fait comme investissement. Et donc, ça crie tous les jours, ça se chamaille, il n'y a pas de tranquillité. On pourrait se dire que l'homme ici voudrait nier l'apport de la femme. Et beaucoup de femmes m'ont confié qu'elles ont ce sentiment-là.
Et c'est pour ça que j'ai voulu mettre ça en lumière. Mettre en lumière le fait que les hommes sont un peu de mauvaise foi quand il s'agit d'apprécier les efforts que la femme fait pour la vie au quotidien dans le ménage. Mais il faut reconnaître. Il faut reconnaître les efforts. Il faut reconnaître les efforts. Il faut pouvoir dire à la femme que autant parce qu'une maison construite, elle ne se construit pas tout seul. Peut-être que les fonds du mari sont majoritaires dans l'investissement, mais il y a l'apport de la femme qui est multiforme. Et puis, une maison non valorisée du point de vue de tout ce qui va la faire fonctionner n'est pas habitable. Donc, il faudrait que l'homme puisse reconnaître que la femme a son apport dans la vie commune. Oui. Mais est-ce que le fait d'envisager que les charges soient partagées à 50-50 poserait problème? Parce qu'il faut bien l'envisager aussi. Hein? Il faudrait l'envisager si le salaire de la femme est proportionnel à celui du mari. Donc, on devrait pouvoir envisager cela. Les femmes devraient pouvoir comprendre que elles doivent participer aux charges de la famille, de même que les hommes, en tant que chefs de famille, doivent pouvoir contribuer de façon significative. Bon, maintenant, si les deux gagnent des salaires à peu près semblables, pourquoi ne pas envisager de faire à 50%? Dans une forme de suite logique, le livre nous apprend par exemple, peut-être c'est un exemple, qu'il y a pratiquement 500 000 veuves. Et ce serait peut-être du fait que les hommes troupissent sous l'effet de trop de charges. Ils meurent vite parce qu'ils doivent subvenir aux besoins de toute la famille. C'est une conception qui n'est du tout pas partagée. Bon, c'était pour faire un peu rire le lecteur, mais c'est... D'ailleurs, tout le livre a un ton d'ironie, d'espièglerie pour parler de sujets graves de façon avec un peu d'humour. Et cette nouvelle qui porte sur 500 000 veuves veut attirer l'attention sur le fait que les hommes se sentent mal de mourir avant les femmes. Et il y a comme aujourd'hui, de nos jours, en fait, depuis que les hommes se rendent compte qu'ils peuvent également aspirer à vivre plus longtemps, si on peut le dire ainsi, il y a comme une guéguerre entre les hommes et les femmes par rapport à qui vivra ou qui survivra à l'autre. Et donc, pour moi, c'était d'attirer l'attention sur le fait qu'on peut cohabiter, on peut vivre ensemble aussi longtemps que possible, sans pour autant chercher que l'un ou l'autre s'en aille avant. À l'intérieur, d'ailleurs, on peut apprendre qu'il y a des hommes qui estiment qu'ils travailleraient pour les femmes parce qu'ils partiront nécessairement plus vite. Et donc, c'est à la femme finira par profiter du fruit de leur labeur derrière leur dos, après leur départ. C'est pas quelque chose de nouveau. Je crois que c'est quelque chose qui est répandu dans la société. Les hommes le disent. Oui. On l'entend. Alors, que fait-elle là? Généralement, c'est une question qu'on pose à ces femmes qui, sur le plan professionnel, bousculent les lignes. Une femme beaucoup trop présente sur le plan professionnel, cela peut déranger. Oui, cette nouvelle parle d'une dame qui est un grand cadre dans une entreprise et dont les collègues en fait se sentent mal. Les collègues hommes se sentent mal de la voir à ce poste-là. Et développe toutes sortes de critiques par rapport à son image, par rapport à ce qu'elle peut faire comme travail et tout. Qu'est-ce que les femmes font dans le monde professionnel? C'est à peu près la question que les hommes se posent dans une certaine mesure. Qu'est-ce que les femmes font à des postes de responsabilité? Pourquoi une femme devrait me commander? Donc, c'est des questions que l'on entend dans les conversations de tous les jours. Oui. Et c'est vrai qu'il faut aller dans le fond de cette nouvelle pour décrypter et voir certaines considérations. Quand une femme est sur le plan professionnel beaucoup trop rigoureuse, on estime que c'est parce que X, parce que Y, donc des préjugés
qui n'ont pas forcément raison d'être dans quelques cas. Alors, il y a un dernier pour la route, la femme qui est pratiquement considérée comme une porteuse, une mère porteuse. Elle doit donner des enfants. On ne cherche pas à savoir combien elle en a véritablement besoin. L'homme en a besoin et donc, il faudrait qu'elle en fasse le plus possible. Oui, une mère porteuse, mais beaucoup plus une femme à la merci de son mari. On observe ça avec les jeunes filles. Justement, on parlait de sexualité et les mamans n'éduquent pas suffisamment les filles avant le mariage, par exemple, sur le fait que on peut contrôler les naissances. Donc, cette éducation se fait essentiellement à l'hôpital. Et c'est un cri interpellateur pour dire aux femmes, vous avez la possibilité d'espacer les naissances. Et c'est un cri aussi interpellateur vis-à-vis des hommes pour leur dire, vos femmes ne sont pas que des mères porteuses, ce sont des partenaires avec qui vous devez vivre de façon harmonieuse et réfléchie. Parce qu'on voit un homme qui s'amuse à mettre sa femme enceinte tout le temps pour borner son terrain, comme on dit. Pour éviter qu'elle soit libre et donc qu'elle ne soit convoitée par d'autres hommes. Par d'autres hommes, tout à fait. C'est malsain. Et ça arrive parce que cette fille n'est pas consciente du fait qu'elle est capable de contrôler, de maîtriser ses maternités. Donc, c'est pas pour pousser les gens à ne pas faire de bébés, mais c'est pour dire il faut faire des bébés, mais en contrôlant un peu le rythme dans le cadre. Peut-être même c'est le sujet, peut-être c'est même l'un des premiers sujets qu'on devrait aborder lorsqu'on se rencontre. Tout à fait. Pour qu'on sache si on est sur la même longueur d'onde, pour savoir combien d'enfants on aimerait avoir, et ne pas faire simplement parce qu'on estime que sa femme, elle devient un peu jolie, si elle passe, quelqu'un pourrait jeter son dévolu sur elle. Donc forcément il faut lui faire un enfant. Alors finalement, le livre des filles de femmes s'adresse à qui? Le livre des filles de femmes s'adresse aux hommes et aux femmes. Parce que en fait, il s'intitule peut-être des filles de femmes, donc il interpelle les femmes au premier chef, mais les sujets qui y sont abordés intéressent tout autant les hommes que les femmes. Vous avez vu 500 000 veuves, ça parle essentiellement d'un problème que les hommes soulèvent. Il y a comment concilier vie professionnelle et vie familiale. C'est un sujet qui concerne tout autant les hommes que les femmes. Effectivement. La maternité, comment la contrôler, comment la gérer, ça concerne tout autant les hommes que les femmes. Donc c'est un livre qui s'adresse à tout le monde. Et je dirais même que c'est un livre qui voudrait mettre certains sujets en débat dans la société. Le livre est déjà disponible, on peut déjà le livre est disponible. Scientifique se côtoient. Le point littéraire. Nouvelle saison. Tous les vendredis de 20h à 21h sur Royal FM. Prenez le rendez-vous avec Jean-Jacques Foucault. Jean-Jacques Foucault. On ne m'a pas donné de conseils en particulier pour écrire. Par contre, mon père m'a dit que j'en étais capable. Mais t'écris parce que t'as un truc à dire? Tout le monde écrit, mais tout le monde n'est pas écrivain. Pourquoi le devient-on? Comment le devient-on? D'où vient l'inspiration? Écrivain, écrivaine. Le point littéraire. Tous les mercredis de 20h à 21h sur Royal FM.